Salut à toutes et à tous, vous regardez le média et sur le média, vous regardez Les Indiscrets de Nice Villequeux, une plongée hebdomadaire dans les coulisses de la politique française telle qu'on la raconte peu, c'est-à-dire sans phare ni élément de langage. Au sommaire, Aurore Berger est dans la sauce. La figure emblématique du macronisme volontiers agressif des belles années connaît des déconvenus qui pourraient faire passer les soucis de Marlène Schiappa dans l'affaire du fonds Marianne pour une promenade de santé. Dans quelques instants, vous saurez tout sur les dessous de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui a fait appel au parquet pour parjure dans l'affaire des crèches privées. Emmanuel Macron, le petit prince de la Startup Nation, est-il désormais le roi de la loose? En tout cas, il est en pleine traversée du désert après son idée lumineuse de dissolution de l'Assemblée nationale et la superbe passe qu'il a faite aux Républicains avec la nomination à Matignon de Michel Barnier. Salut Nils. Salut Théo. Alors tu as des nouvelles récentes d'Aurore Berger. Et oui, on l'avait laissé simple député, hein, désormais débarrassé du fardeau gouvernemental comme ministre, alors même si elle a fait des pieds et des mains pour y rester au gouvernement. Et Aurore Berger donc refait la une des médias, mais pas pour les raisons qu'elle aurait souhaité. Alors il y avait eu de vilaines accusations de harcèlement moral, hein, lancées par d'anciens collaborateurs de la ministre. D'autres cas étaient sortis concernant Prisca Thévenot et d'autres collègues d'ailleurs au gouvernement qui avaient éclaboussé la gestion RH de Gabriel Attal, comme je l'avais révélé dans Politis. Après, il y avait eu aussi les déboires de son compagnon, Grégory Besson-Moreau, qui avait échoué à obtenir le poste de conseiller parlementaire au cabinet de Barnier à Matignon. Alors officiellement pour ses liens avec l'industrie agroalimentaire, mais j'avais révélé aux médias que c'était en fait sa relation avec Aurore Berger qui l'a desservi, les députés macronistes ne voulant pas traiter avec lui en raison de leur animosité envers leurs collègues redevenus députés. Les ennuis continuent, comme tu le soulignais. Aurore Berger est désormais soupçonnée de faux témoignages devant la commission d'enquête sur le modèle économique des crèches. Rien que ça, regardez, la séquence date du mois de mai. Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête. Donc je le redis sous serment pour que ce soit clair. Je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby. Voilà, donc Aurore Berger avait nié tout lien de proximité avec la lobbyiste Elsa Hervy, qui est déléguée de la Fédération française des entreprises de crèches privées, tout en reconnaissant quand même devant les députés l'avoir rencontrée en 2008 lors de leur passage respectif à l'UMP. Alors le problème, c'est le livre Choc de notre confrère Victor Castanet, qui affirme le contraire dans son enquête Les Ogres, et qui évoque des éléments de langage transmis à la ministre et un pacte de non-agression conclu avec le lobby des crèches privées. Écoutons-le. On m'a transmis des documents, on m'a transmis des messages WhatsApp, des mails, des enregistrements où j'ai pu voir effectivement des échanges très réguliers entre Elsa Hervy, la déléguée générale de la Fédération, et Aurore Berger, l'appui ministre des Solidarités et des Familles. Et je l'explique dans le livre, l'existence d'un pacte de non-agression au moment de cette crise, il y a 1 an, où effectivement les règles du jeu étaient simples. Vous ne tapez pas les adhérents de la fédération ne remettent pas en cause la politique gouvernementale et nous, on saura faire preuve de bienveillance à votre égard. Et entre-temps, Nils, Victor Castanet a dévoilé des preuves de ce qu'il avance. Oui, il a commencé à balancer les documents effectivement qu'il a recueillis dans le cadre de son enquête. Alors l'un d'eux, c'est un courriel adressé le 8 août 2023 par la ministre à sa directrice de cabinet,
où elle dit à propos de la lobbyiste Elsa Hervy, c'est surtout une copine, petit smiley, elle sera très aidante avec moi. Alors, Victor Castanet a publié aussi une capture d'écran de messagerie. La ministre aurait également qualifié les membres de la fédération donc, des crèches privées de meilleurs alliés, entre guillemets. Et enfin, dans un troisième message, c'est cette fois la lobbyiste Elsa Hervy qui écrit à une personne identifiée par Victor Castanet comme un collaborateur de la ministre, j'obéis, en parlant de la mise en place d'un plan de communication. Alors, l'ancienne ministre aurait-elle menti? Si tel est le cas en droit, on appelle ça un parjure, hein, potentiellement, et c'est gravissime, ça pourrait lui valoir une condamnation au pénal. Le parjure est puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Autre grief qui lui est fait par les députés de gauche, Aurore Berger est soupçonnée d'avoir torpillé la commission d'enquête proposée par LFI après des révélations de rapports de l'IGAS sur des usines à bébés à propos des crèches. Et à l'époque, la droite était opposée à cette commission d'enquête, tout comme une large partie des macronistes. Pour le moment, la ministre dément tous ces éléments et elle bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. En tout cas, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui a pris la décision de transmettre au procureur une demande d'engagement de poursuite pour faux témoignage, une procédure qui a été portée par la présidente du groupe LFI Mathilde Panot et le député écolo Emmanuel Duplessis. Alors, c'est quoi exactement ce bureau de l'Assemblée pour ceux qui ne sont pas familiers avec son fonctionnement, Nils? Oui, si on n'est pas très familier de son fonctionnement, c'est que c'est l'instance la plus puissante de la Chambre basse. Alors, c'est la Chambre basse, hein, on le rappelle pour les novices en politique, c'est l'autre nom de l'Assemblée par opposition à la Chambre haute qui est le Sénat. Et donc, le bureau de l'Assemblée règle notamment les cas disciplinaires, par exemple, si un député doit être sanctionné ou pas. Et on se souvient, on en a parlé dans d'autres émissions, que sous le règne de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de cas de sanctions, et notamment pour les députés de gauche et LFI. Alors, habituellement, c'est plutôt à la commission d'enquête en question de porter l'affaire devant le procureur en cas de problème. Mais en raison de la dissolution, cette commission, elle a été dissoute sur les crèches privées. Et c'est au bureau, évidemment, que la question a été finalement débattue. Alors, le bureau de l'Assemblée, il a un fonctionnement assez secret, parce que ses membres, finalement, sont très restreints et ils exercent en principe une grande discrétion. Mais vous commencez à me connaître, j'ai enquêté et activé mes contacts. Alors, on va dans ce cas avoir le fin mot de l'histoire. On imagine. Alors, qu'est-ce qui a convaincu les députés du bureau de voter pour transmettre les soupçons qui entourent Aurore Berger au parquet? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a les arguments juridiques. La demande portée par Mathilde Panot et Duplessis était solidement argumentée, me dit un membre du bureau. Alors, il ne s'agit pas de juger Aurore Berger, mais bien de laisser la justice décider des suites à donner à ce signalement. Et finalement, m'explique-t-on, c'est cette raison qui a emporté le vote. Une majorité de députés n'a pas voulu entraver le travail de la justice, me confie ma source qui est haut placée au bureau. Ensuite, il y a aussi une volonté plus symbolique de redonner du crédit aux commissions d'enquête parlementaires, pas toujours respectées comme elles le devraient, me confie une députée qui a fait partie de la commission devant laquelle a témoigné Aurore Berger. On se souvient de la désinvolture de certains collaborateurs de l'Élysée lors de l'affaire Benalla, comme celle de l'intéressé d'ailleurs, ou de la morgue d'un certain Bolloré face aux députés. On est très loin des commissions d'enquête, par exemple, devant le Sénat aux États-Unis, où les grands PDG suent à grosses gouttes devant un feu nourri de questions des élus. Souvenez-vous du malaise de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, interrogé sur sa vie privée par un sénateur. Regardez. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Voilà, et donc à l'Assemblée et au Sénat en France, les auditions ronronnent, il y a toujours une certaine déférence envers les puissants, par exemple face à Bernard Arnault ou un Bolloré. Rappelez-vous comment le RN avait honteusement flatté le milliardaire d'extrême droite lors de son audition sur le renouvellement des fréquences de la TNT. Regardez.
Est-ce qu'une offensive politique très claire, et malheureusement cette commission en est parfois l'exemple, qui est menée contre votre personne, j'ai l'impression, et le groupe dont vous êtes actionnaire, est-ce que ces propos très vindicatifs, parfois à la limite haineux, nuisent sur l'image de vos chaînes et donc sur les audiences? Et est-ce que vos équipes en ressentent des problèmes pour travailler dans leur confort quotidien? Parce que quand on travaille dans une chaîne de télévision, et je le sais, il y a beaucoup de cœur. Voilà, et que dire de la Macronie qui n'a pas été en reste, hein. Le député Carl Olive avait évoqué l'audition des chefs de la rédaction de CNews et des PDG de CNews comme une garde à vue, tandis que Quentin Bataillon, le président de la commission à l'époque, s'affichait chez Hanouna en direct, juste après l'audition du rival de C8, Yann Barthès, pour dire tout le mal qu'il pensait du présentateur de Quotidien. Un grand moment de télé, regardez. Vous préférez Cyril Hanouna ou Yann Barthès? J'ai encore un peu de neutralité, là, je ne peux vraiment pas répondre. Est-ce que vous n'avez pas été surpris de l'attitude de l'un et de l'autre? Parce qu'on a annoncé une audition très mouvementée avec Cyril, ce qui n'a pas été le cas. Et Yann Barthès n'a pas été très sympathique, objectivement, parce qu'il a dit qu'il n'était pas content d'être là, etc. Est-ce que ça vous a surpris? Je crois que c'est la première fois que je me suis énervé, entre guillemets. Vous avez vu que je suis un garçon plutôt calme. Énervé sur les auditionnés, parce qu'en fait, vraiment, il y a une attitude assez arrogante dès le début. Qui refusait de répondre à nos questions, tout simplement. Donc je posais une question et il regardait les gens du RN, tant mieux qu'il regardait les gens du RN, mais c'est eux qui répondaient à autre chose. Donc à un moment, c'était quand même pas vraiment l'exercice. Et on se souvient aussi que les députés d'opposition de gauche comme de droite, c'est assez rare pour le souligner, avaient très mal vécu la fin de la commission d'enquête sur Benalla. C'était le premier gros scandale de la présidence Macron, le début d'une longue série, pourrait-on dire. Souvenez-vous. Les nouveaux développements de l'affaire Benalla ne relèvent pas d'une commission d'enquête parlementaire. C'est ce que dit la présidente de la commission des lois à l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. On sait depuis plusieurs jours que l'ancien collaborateur de l'Élysée a conservé ses passeports diplomatiques. Alexandre Benalla a par ailleurs affirmé à Mediapart qu'il avait continué à échanger par message avec Emmanuel Macron après l'été. Ce sont les députés socialistes qui ont demandé la convocation d'une commission d'enquête à l'Assemblée. Mais ça n'est de toute façon pas faisable, assure Yaël Braun-Pivet. Réouvrir les travaux de la commission d'enquête, c'est tout simplement impossible juridiquement. Et d'après tes infos, Nils, les macronistes ont serré les rangs autour d'Aurore Berger, malgré tout ce qu'ils peuvent lui reprocher. Oui, et alors on sait qu'elle n'est pas très appréciée au sein du groupe Renaissance, et puis maintenant Ensemble pour la République, comme on l'appelle. Et c'est vrai que ça s'est joué très serré. En fait, ça s'est joué à 9 voix contre 10. Et la droite et les macronistes ont voté pour enterrer le dossier. Alors dans le détail, il y a eu Yaël Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée, qui a un droit de vote. Il y a eu Naïma Mouchou d'Horizon, Xavier Breton, Roland Lescure, Michel Tabarot, etc., qui ont voté contre la demande conjointe de LFI et des écolos. Mais on le rappelle, c'est le nouveau Front populaire qui a la majorité depuis la dissolution au bureau de l'Assemblée. Ils ont enfin la majorité. Et en off, une source parlementaire haut placée me confie en exclusivité pour le média que le bureau de mercredi, où la décision a été prise à propos d'Aurore Berger, était très tendu, comme tous les bureaux depuis les élections en juillet et la fin définitive de la majorité macroniste à l'Assemblée. On a attaqué sur le thème du complot politique comme si on voulait s'en prendre à Aurore Berger. Je n'ai pas du tout eu ce sentiment, m'explique un autre député membre du bureau. Alors, il y a eu un ensemble d'arguments avancés par les macronistes, par exemple, que la plainte en diffamation lancée par Aurore Berger contre Victor Castanet, puisqu'elle, non seulement elle dément l'enquête du journaliste, mais en plus, l'attaque en justice, pourrait interférer avec le signalement fait par l'Assemblée. Alors, bon, l'argument a semblé faible aux députés de gauche qui étaient présents. Et puis, on m'explique que ce n'est pas la même procédure et surtout que ça n'exonère pas les députés de leurs responsabilités. Ouais, donc, on a vu aussi Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, justifier le vote du bureau devant les médias. Est-ce que c'est habituel ? Non, alors pas du tout. Et on a vu effectivement Yaël Braun-Pivet intervenir en micro tendu, donc c'est-à-dire qu'elle a fait prévenir les médias par sa conseillère presse qu'elle allait prendre la parole de façon soi-disant impromptue,
Pour défendre Aurore Berger, regardez sur LCP, ça vaut le détour. Je voulais devant vous dire que cette décision de transmission ne vaut pas décision de justice. En aucun cas le bureau doit se prononcer sur la constitution d'une infraction. C'est une simple transmission qu'il effectue au procureur de la République qui sera libre, lui, de poursuivre ou pas et d'enquêter sur ces faits. C'est extrêmement important que vous ayez connaissance de cela parce que lorsque je lis des interventions sur Twitter, je vois que certains, par leurs déclarations, veulent tromper les Français en considérant que le bureau a d'ores et déjà jugé, ce qui n'est absolument pas le cas parce que ce n'est absolument pas de sa compétence. Voilà, donc officiellement, la présidente de l'Assemblée veut lutter contre d'éventuelles fake news sur Aurore Berger qui seraient sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas vraiment convaincu ses collègues qui ont trouvé cette intervention inappropriée après le vote en bureau. Le fait que Braun-Pivet se soit précipité vers les caméras montre sa fébrilité. Elle tente de faire illusion. Je ne crois pas que cela puisse fonctionner longtemps, me confie un membre du bureau, très remonté face à cette méthode, comme d'autres députés d'ailleurs. On rappelle que de manière générale, la neutralité de Yaël Braun-Pivet est fréquemment remise en cause. On en a déjà parlé dans cette émission. Pour ses liens, par exemple, avec le Rassemblement national, notamment Sébastien Chenu et Marine Le Pen, ou encore ses prises de position problématiques sur Israël et l'attaque subie par la Palestine et maintenant le Liban. Alors, ce n'était pas le cas pour ses prédécesseurs, qui s'abstenaient en général de prendre des positions partisanes. On m'explique qu'elle ne supporte pas d'être minoritaire, elle cherche toutes les astuces pour bloquer les votes et les prises de décision, m'indique ma source toujours haut placée à l'Assemblée. Et un autre membre du bureau se souvient que lors de la dernière séance du bureau, donc il y a 2 semaines, avant que le cas Berger ne soit évoqué, elle avait prétexté devoir partir pour une cérémonie au moment où elle était acculée pour voter sur un sujet, un vote qu'elle allait perdre. Vous voyez, tous les moyens sont bons. D'ailleurs, certains élus macronistes sont dans leurs petits souliers sur l'affaire Berger. Pas de commentaires, je ne veux pas parler de ça, me répondent mes interlocuteurs habituels. Et c'est le signe d'un vrai malaise dans l'ancienne majorité sur le cas Aurore Berger. Et on peut penser que ses collègues vont mesurer leur soutien à l'aune des suites données par la justice à ce signalement. Alors, petite info pour nos abonnés, en moyenne, il y a 7 saisines du bureau par an pour des demandes de transmission à la justice, ai-je appris. Alors, c'est rarissime, mais ça arrive. Évidemment, la gauche, et notamment la France Insoumise, et les écolos sont à la manœuvre pour aller au fond de l'affaire Berger. J'ai demandé notamment à la députée Clémence Guettet, étoile montante de LFI, et qui a été élue vice-présidente de l'Assemblée suite à la dissolution, de réagir à ce vote du bureau. Elle m'explique, les macronistes ne pourront plus tenter d'écraser tout le monde et mentir sans vergogne sans en subir les conséquences. Voilà, donc une attaque assez frontale. De son côté, Aurore Berger nie tout parjure dans les médias. Elle nie également tout pacte avec le lobby des crèches privées. Quand vous êtes en commission d'enquête, c'est un acte qui est extrêmement engageant parce que vous prêtez serment. Oui. Vous prêtez serment et si vous mentez, vous vous exposez à du pénal. Vous vous exposez à de la prison. Donc évidemment, en aucun cas, je n'ai menti dans une commission d'enquête. En aucun cas, je ne me suis parjuré dans une commission d'enquête. Et il préfère crier au complot politique, ne cachant pas son dépit depuis que son cas a été transmis au parquet. On rappelle encore une fois qu'à ce stade, elle bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. Et c'est évidemment désormais au parquet de se prononcer. En attendant, Théo, les condamnations ont commencé à tomber sur des personnels de crèches privées après des violences sur des enfants. Par exemple, lundi, 2 salariés de crèche People et Baby de Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis. Affaire à suivre donc, et on continue avec Emmanuel Macron en pleine loose présidentielle. Oui, sortez les violons, notre président est en petite forme selon mes informations. Et voilà que sort une interview surprise dans le magazine américain Variety. L'interview est considérée au choix comme décalée. Ça, c'est pour les soutiens de Macron les plus indulgents. Lunaire pour les soutiens les plus critiques. Regardez à l'écran. Alors, l'interview ayant été filmée, on voit Macron répondre à des questions essentielles sur Taylor Swift.
ou encore à des questions comme: avez-vous été ému par la prestation de Céline Dion à la cérémonie d'ouverture des JO? Qu'avez-vous pensé du show de Lady Gaga en français? Et aussi son avis sur ses films préférés, qui sont donc les anciens films, à croire que notre président vit dans les années 60. Et surtout le pompon sur la série Emily in Paris, dans laquelle sa femme Brigitte, dis donc, a fait une apparition dans la dernière saison. Et le président de déclarer qu'il veut empêcher Emily in Paris de partir à Rome, comme les rumeurs le laissent entendre. Nous allons nous battre et nous allons leur demander de rester à Paris, déclare-t-il très sérieusement. Brigitte's cameo in Emily in Paris. What did you think of that? I was super proud, and she was very happy to do so. It's just a few minutes, but I think it was a very good moment first for her. I think she did appreciate the whole team, and this is for her a very positive memory. And I think it's good for the image of France. I mean, Emily in Paris is super positive in terms of attractiveness for the country. So for my own business, it's a very good initiative. Enfin, un combat à sa mesure, peut-on ironiser. Plus sérieusement, comment l'Élysée justifie cette interview? On peut imaginer qu'il y a des problèmes plus urgents en France. Par exemple, une très belle crise budgétaire, un couvre-feu prolongé en Martinique ou même en Nouvelle-Calédonie, des problèmes au niveau des services de santé qui n'arrivent plus à accueillir des patients, la réforme de l'assurance chômage qui est suspendue pour le moment, mais dont les chômeurs continuent de ressentir les conséquences. Bref, tout un tas de problèmes. Alors, tu sais que je ne dialogue pas directement avec les conseillers du président. Bruno Roger-Petit n'a jamais répondu à mes appels, mais j'ai demandé à l'un de ses interlocuteurs réguliers, au président, qui échange avec lui sur Telegram. On rappelle que c'est son application préférée, malgré la mise en examen de son fondateur Pavel Durov, à qui il a filé la nationalité française. Alors, pour ma source, le président se démène sur le Liban, la francophonie, l'Ukraine, mais tout le monde s'en fout. Alors, il se rabat sur ce qu'il appelle la culture populaire. Alors, on peut ironiser sur la conception d'Emmanuel Macron de la culture populaire, tant la série Emily in Paris montre un Paris totalement fantasmé et loin des préoccupations des Parisiens probablement et des Français en général. Mais c'est vrai que toutes les initiatives récentes de Macron n'ont pas passé le mur du son médiatique. La francophonie, une grande conférence a été organisée, franchement, personne n'en a parlé. Sa conférence sur le Liban a été décalée, plus personne ne le prend au sérieux dans le domaine de la politique étrangère. Alors on rappelle que c'est l'un des précarés des présidents de la Ve République. C'est un domaine régalien très important puisque le président de la République est à la fois chef des armées, mais il nomme et les ambassadeurs et il conclut les traités internationaux avec ses homologues. Alors, un diplomate français que j'ai consulté se montre très sévère sur le bilan de Macron après 7 ans au pouvoir. C'est le cancre des relations internationales, juge ce diplomate qui est toujours en poste par ailleurs. Sur l'Afrique, c'est la catastrophe. La France a été sortie de la ceinture sahélienne. Niger, Mali, Burkina Faso. La France est déconsidérée selon mon interlocuteur. Rappelez-vous la sortie d'ailleurs d'Emmanuel Macron sur son homologue burkinabé au début de son mandat avec la clim. Moment lunaire, regardez. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Voilà, alors pour quelles raisons finalement Emmanuel Macron est-il si mauvais en diplomatie? Macron voit les relations internationales à l'aune du business et rien d'autre. Il ne comprend rien à la diplomatie car il ne connaît pas du tout les cultures étrangères, regrette un ancien conseiller politique à droite que j'ai consulté, qui a connu notamment l'ère Chirac. Alors on peut évidemment
critiqué Jacques Chirac, le bilan de Jacques Chirac. Il ne s'agit pas d'en faire une statue, mais il faut reconnaître que c'était un grand amoureux de l'Asie qui était capable de dérider un Boris Yeltsin, l'ancien président russe pour les plus jeunes, ou de s'imposer justement face aux Israéliens. On se souvient notamment de sa sortie face au service de sécurité israélien à Jérusalem, « You want me to go back to my plane », une colère chiracienne qui avait fait date. Regardez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Et c'est pas un hasard sans doute si la scène a été reproduite un peu maladroitement par Macron un quart de siècle plus tard. Regardez encore une fois. Guys, keep cool. Guys, hey, please, keep cool. In this place, we know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? Le problème, c'est que Macron n'est pas le Chirac des années 90 et pour le moment, il ressemble surtout à un dirigeant en bout de course. Le 1er octobre, Conseil de défense à l'Élysée sur le Liban, pareil, l'information est passée totalement inaperçue. Le communiqué a été publié, il faut le dire, à 2h du matin, pas idéal pour la presse, alors que toute la journée, l'attention médiatique s'était focalisée sur Barnier et son discours de politique générale à l'Assemblée. Alors, en plus, selon mes informations, l'entourage du président a fait fuiter des informations sur la réunion, alors quand même que ces conseils de défense sont censés être secrets. En principe, rien ne filtre ou le strict minimum. C'est ce que me confiait un conseiller de l'exécutif qui est quand même assez estomaqué par cette volonté de faire du battage autour d'un pays meurtri comme le Liban. Rebelote ce mercredi, donc cette semaine, Macron est en tournée militaire dans le Grand Est, près de chez moi, sur le site de formation d'une brigade de l'armée ukrainienne. L'Élysée fait savoir qu'il s'agit de répondre aux défis de formation auxquels l'Ukraine est confrontée avec la prise en charge de la formation et de l'équipement d'une brigade complète d'infanterie ukrainienne composée de 4500 soldats en marge de la visite de Volodymyr Zelensky, donc le président de l'Ukraine, le 7 juin 2024 à Paris. Et qui s'en soucie, très honnêtement, on peut le regretter d'ailleurs. L'info est reprise par la presse régionale, une dépêche AFP, honnêtement, pas beaucoup plus. Alors, Macron, me disais-tu, il y a 2 semaines, veut prendre de la hauteur, il voulait prendre la hauteur. Alors, pourquoi se sent-il frustré de ne pas être partout à la fois ? C'est vrai que c'est assez paradoxal, puisqu'il n'a pas arrêté de faire savoir et d'expliquer, que ce soit dans les interviews qu'il a données ou par ses proches, qu'il allait effectivement prendre de la hauteur, prendre du recul, laisser le Premier ministre gouverner et lui, président, présider. Oui, mais avec Macron, il y a toujours un sous-titre. En réalité, c'était une posture stratégique. Notre président déteste ne pas être au centre de l'attention. Par exemple, ça se reproduit sur le budget. C'est en réalité Michel Barnier et les ministres qui gèrent les négociations avec les oppositions, les syndicats, etc. Et pendant ce temps, le président doit supporter des commentaires peu flatteurs de ses propres troupes d'ailleurs, qui se défaussent sur lui face à la catastrophe budgétaire. On rappelle que le gouvernement a annoncé devoir chercher 60 milliards d'économies. Il faut bien le dire, l'Élysée semble ne plus avoir la hype et ça se ressent sur ses équipes. Alors au château, c'est un peu la déprime générale. Macron n'imprime plus, c'est Matignon et l'Assemblée qui sont sous les projecteurs, observe un ancien conseiller passé par le palais qui continue de faire quelques visites ici et là et qui décrit une maison un peu atone. Le président ne vit pas très bien cette situation, il n'a pas l'habitude d'être loin des projecteurs. Il faut croire, Théo, que le Macron Comedy Show n'attire plus les téléspectateurs. Dommage pour lui. Et merci Nils. Merci à vous d'être fidèles aux médias sur le canal 165 de la Freebox, YouTube ou sur notre site internet. On vous le rappelle, le média, votre média, ne vit que les abonnements de soutien et les dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.